Pourquoi et comment est-ce que je suis devenue ethnologue? Comme toujours, c'est un mélange de prédisposition, de hasard et d'influence extérieure. Parmi ces facteurs, un premier point, c'est que c'est mon origine bilingue et biculturelle. Puisque je suis née aux États-Unis, mon père était américain. Et ma mère était suisse d'origine, mais francophone, élevée à Genève et francophone. Et j'ai grandi avec les deux langues d'emblée et très rapidement aussi avec les, si j'ose dire, les deux cultures, parce que mes parents étaient attachés à l'idée que j'ai les deux côtés d'une certaine façon. Et évidemment, le fait d'être bilingue biculturel n'est pas suffisant pour vous lancer dans une vocation d'anthropologue. Cela dit, ça a certainement la capacité à affûter la perception de la différence culturelle et probablement aussi à donner d'emblée un certain goût pour la traduction au sens large, c'est-à-dire pas uniquement des langues, mais aussi justement d'une culture à l'autre, d'une forme de vie, d'être au monde, etc., à l'autre. Ça a certainement joué. Une deuxième, ça c'est plutôt de l'ordre de la prédisposition. J'ai toujours eu un goût très intense, précoce, durable, pour, comment dire, me projeter dans d'autres formes de vie, dans d'autres corps, d'une certaine façon. Et je me souviens encore de l'intensité avec laquelle, toute petite encore, je me prenais pour un cheval, par exemple. Je me souviens encore du sentiment que me procurait l'imitation de la gestuelle d'un cheval. Je me disais, ça devait être absolument phénoménal d'avoir un corps de cheval, en fait. Et donc, voilà, j'essayais d'imiter ça et de me donner la sensation d'habiter dans un corps de cheval. Évidemment, après, c'est passé à autre chose, mais après ça, quand je suis revenue en France, plus exactement venue en France avec mes parents quand j'avais 8 ans. Et à partir de l'âge de 8 9 ans, j'ai eu une grande phase indienne. C'était style Sioux, quoi, Indien des plaines. Et je me souviens très bien aussi de m'être promenée partout, parce que mes parents habitaient tout près du Luxembourg, d'être partie au Luxembourg. À l'époque, il était concevable de laisser un enfant de 9 10 ans se promener seul au Luxembourg. Et donc, je partais déguisée en Sioux au, au jardin du Luxembourg, généralement en patin à roulettes d'ailleurs. Ce qui supplée au cheval qui manquait, si j'ose dire. Et puis après, j'ai eu une longue phase bédouine qui a duré quand même longtemps. Et en fait, ça m'occupait presque tout le temps où j'étais pas à l'école. J'avais un campement de bédouins dans ma chambre et j'étais bédouine en l'occurrence. Tout ça, je pense, à base de la lecture d'une série dans la petite bibliothèque rose ouverte, je ne me souviens plus, qui s'appelait Aïcha, fille du désert, et qui m'avait intensément, qui avait vraiment beaucoup touché mon imagination. Par la suite, qu'est-ce qui a pris le relais de ça à l'adolescence? C'est la littérature, évidemment.
Je lisais voracement. Et puis les voyages, ma famille étant assez cosmopolite, on passait beaucoup de temps à aller visiter les différentes branches de la famille et qui habitaient un tel en Suisse, un autre en Italie, un autre ailleurs, etc. etc. Et j'adorais ramasser des bribes de la langue du pays que je visitais et me donner l'illusion que j'habitais cette langue. J'ai toujours eu certaines facilités pour apprendre les langues et j'étais nulle en grammaire, mais je me débrouillais relativement bien à l'oral, disons, suffisamment pour me donner l'illusion effectivement que j'habitais dans ces langues. J'ai fait l'essentiel de ma scolarité à partir de la 7e, si mes souvenirs sont bons, à l'école alsacienne. Et j'étais bonne en littérature, en histoire, un peu moins en géo, et totalement nulle en maths et en physique. Et je crois que c'est vraiment en terminale que du coup j'ai commencé à m'intéresser à l'ethnologie. Et là, il y avait deux choses qui ont joué. La première, c'est le fait que mon père, avant la guerre, avait travaillé un certain temps à l'OSS, l'Office of Strategic Services, lointain ancêtre de la CIA. Et à l'époque où beaucoup des grands anthropologues américains y avaient été recrutés. Et donc il connaissait bien, il avait bien connu des gens comme Ruth Benedict, Mead, Bateson, etc., etc. Et il avait pas mal de livres de ces auteurs dans sa bibliothèque familiale, disons. Et donc c'est lui qui m'a, voyant mon goût pour la littérature, les voyages, les langues, etc., qui m'a un peu orienté vers la lecture de ces livres, que j'ai effectivement lu. Les milieux culturels que décrivaient ces livres m'intriguaient, mais je ne voyais pas du tout comment je pouvais en faire un objet d'étude, en quelque sorte. Et puis, en terminale, j'ai lu Triste Tropique. Et ça a été évidemment un coup de tonnerre absolu, parce que, du coup, là, cette fameuse affaire de comment comment articuler l'intelligible et le sensible, tout d'un coup m'apparaissait clairement. Donc, même si évidemment j'ai pas compris probablement une très grande partie de l'ouvrage, j'avais été vraiment estomaquée par ce livre et je pensais, comment dire, j'ai eu l'impression que je reconnaissais une tournure d'esprit que je partageais, le génie en moi évidemment. Et effectivement, j'ai toujours eu le sentiment que je pensais spontanément, intuitivement par différence. Et là, justement, la question du biculturalisme et le fait d'être bilingue a joué dans la mesure où effectivement ça vous prédispose d'une certaine façon à voir la différence culturelle comme des paquets de différences. Et évidemment, traiter des ensembles culturels comme des paquets de différences, c'est une grande affaire du structuralisme. Et c'est probablement pour ça que je me disais, ça, c'est comme ça que je pense. Évidemment, en 10 fois mieux, ça va de soi. C'est une des raisons pour laquelle ça m'impressionnait tellement. Du coup, là encore, mes parents, qui, je dois dire, rétrospectivement, ont été à la fois très
perspicace et très, très encourageant, enfin très fort bien orienté d'une certaine façon, m'ont proposé d'aller faire de... Ah oui, effectivement, comme en philo, je m'intéressais à l'ethnologie, il se trouve que mes parents étaient très amis des parents de Dan Sperber, Manet Sperber et sa femme. Et donc, Dan, qui était plus âgé que moi, était en train de faire des études en Angleterre. Et j'ai été le voir pour lui demander conseil, comment on fait pour devenir ethnologue. Et c'est lui qui m'a dit, il n'y a qu'une formation sérieuse en anthropologie, c'est en Angleterre. Ce qui n'était pas tout à fait... mais enfin bon, ça correspondait à l'époque à ses choix. Il était à Oxford. Et donc, du coup, mes parents m'ont proposé d'aller commencer des études d'ethno en Angleterre. Et je me suis inscrite dans un truc qui s'appelait à l'époque le External London Degree, qui se faisait à Oxford. Et donc, je pars un an à Oxford pour commencer à faire des études. Donc ça se faisait avec des tutors qui venaient du staff du département d'anthropologie d'Oxford. Que dire de cette année? L'ethnologie qu'on m'y enseignait ne m'a pas beaucoup intéressée, il faut dire ce qui est. On m'a beaucoup découragée dans mon intérêt et mon enthousiasme pour Lévi-Strauss. C'était pas une période très faste, il faut dire, pour le département d'ethno d'Oxford. Et évidemment, j'étais trop junior pour aller auprès de tutors et de cours, surtout de gens nettement plus intéressants. Et donc c'était vraiment le b.a.-ba, et ce b.a.-ba qui était une sorte de... c'était des choses genre Beatty, etc. Je me souviens très bien d'avoir lu, alors là pour le coup avec beaucoup d'intérêt et d'intensité, Evans Pritchard évidemment, Linhart, qui m'impressionnait beaucoup aussi. Pour le reste, je trouvais ça terriblement aride. Une sorte de sociologisme très bien ficelé, très africano-centré, évidemment, mais qui ne me permettait pas du tout de m'imaginer comment ces gens pensaient, tout simplement. Et c'est bien ça qui m'intéressait fondamentalement. C'était justement d'essayer de comprendre comment diable, qu'est-ce que peut être c'est pour ça que Linhart m'intéressait, parce que lui et Evans Pritchard aussi approchaient de ça, évidemment. Du coup, d'un autre côté, évidemment, Oxford, c'était les swinging 60s, on était quoi, en 65, 6, quelque chose comme ça. Ça, c'était pas mal. Résultat des courses, j'ai beaucoup swingé et pas beaucoup travaillé, il faut dire ce qui est. J'ai pas mal lu, mais en dehors de ça, j'ai pas travaillé très sérieusement. Et du coup, au bout d'un an, mes parents m'ont plutôt incité à revenir à Argan, probablement se rendant compte que j'étais un peu paumée et arguant de raisons financières, parce que ce n'était pas à donner, m'ont dit bah, écoute, on revient faire des études en France. Et à ce moment-là, je me suis inscrite en licence de sociaux, puisque à l'époque on ne faisait pas de l'ethno au niveau licence en France, même à Nanterre ça n'existait pas encore. Et donc je me suis inscrite à Censier en sociaux avec option ethno. Évidemment, là, on était dans les années 67-68. Inutile de dire, c'était un formidable bazar dans les universités. 68, j'y ai participé plus en spectateur que réellement par
conviction. Au fond, je ne suis pas un esprit naturellement rebelle, et j'avais pas de raison particulière, loin s'en faut, de me rébeller contre mes parents, ni même à la limite contre mon milieu, même si évidemment la sympathie affichée pour les classes populaires était de rigueur. Est réelle, effectivement, mais entre faire des barricades et aider la classe ouvrière, le rapport n'était pas absolument évident. Et là-dessus, on n'avait pas tort. Mais, enfin, j'avais pas tort. Mais en revanche, l'atmosphère de bricolage d'une nouvelle forme de vie, d'inventivité, de créativité, le fait que tout le monde se parlait à tous les coins de rue, etc., ça, c'était quand même une expérience phénoménale et qui m'a quand même beaucoup marqué. Et donc, bref, au milieu de tout ça, j'ai quand même réussi à passer ma licence. Et s'en étant suivi une période de 2 ans à peu près, un peu de flottement, où je picorais des cours sans trop savoir où j'allais. Je l'ai dit, mes parents étaient indulgents et supportive, comme on dit en anglais, probablement trop indulgents d'ailleurs et pas assez exigeants, mais étaient prêts à me laisser vivre une vie de dèche étudiant de bonne aloi pendant 1 an ou 2. Et ce que j'ai fait. Cela dit, je n'ai pas fait que glander en fait pendant ces 2 années où j'étais plus trop sûre de vouloir faire de l'anthropologie, mais pas très sûre de ce que je voulais faire par ailleurs. En fait, je ne savais pas très bien où je voulais aller, ce que je voulais faire. Et en réalité, j'ai beaucoup lu pendant cette période. J'adorais passer mes journées à la bibliothèque Sainte-Geneviève et à lire à droite, à gauche, à peu près tout et n'importe quoi. Je m'intéressais beaucoup non pas du tout à la sociologie contemporaine qu'on nous apprenait à Censier pendant la licence, qui me paraissait, à vrai dire, très ennuyeuse, et surtout qui concernait ma société, à moi. Et même si, il faut dire que c'était une période à la limite et même à Censier plutôt anti-bourdieusienne, et donc la capacité de la sociologie à éclairer ma société ne me paraissait pas très poussée, faute des bonnes lectures évidemment, mais l'histoire de la pensée sociologique m'intéressait beaucoup, donc j'ai pas mal lu dans ce domaine. Le marxisme, Marx lui-même, la lecture des écrits de Marx me subjuguait par sa puissance d'analyse et de conviction, mais la scolastique marxiste dans laquelle tous mes congénères se complaisaient m'accrochait beaucoup moins. La philo, là, clairement, il me manquait comme je travaillais au fond quasiment en autodidacte, me manquait un guidage intelligent. En dehors de Bergson et de Merleau-Ponty, au fond, j'en ai pas retenu grand-chose, si ce n'est un vague frottis de quelques notions. La psycho, dans l'abstrait, m'intéressait, mais ce qu'on y enseignait me paraissait tellement loin au fond, de ce que je m'imaginais par expérience être la vie intérieure, la vie mentale, que du coup, Mène de Biran, par exemple, m'intéressait beaucoup plus que la psycho expérimentale. Là aussi, c'était une période plutôt pré-cog, psychocognitive qui aurait pu m'intéresser, mais n'existait guère à l'époque, et donc je n'y trouvais pas ce que je voulais. L'histoire m'intéressait
m'intéressait beaucoup. Je lisais ça avec beaucoup de plaisir. Euh, la, J'aimais beaucoup la narration historique et surtout j'aimais bien la causalité historique qui me paraissait à la fois confortable et convaincante. Et du coup je lisais pas mal d'histoires. Et rétrospectivement, je m'aperçois de deux choses. D'abord, la première chose, et ça c'est évidemment un travers qui est vraiment induit par l'enseignement universitaire que nous recevions à l'époque, c'est que je m'imaginais que l'intérêt d'une théorie se jaugeait, se mesurait à ce qu'elle disait d'elle-même ou à ce que d'autres disaient d'elle-même. Et que du coup, il suffisait de lire la théorie, l'explicitation de la théorie, la présentation de la théorie, pour en saisir les tenants et les aboutissants, etc. Et il m'a fallu longtemps, en réalité, pour me rendre compte que l'intérêt d'une théorie se mesure beaucoup plus, évidemment, aux étincelles qu'elle produit quand elle se frotte à telle ou telle dimension ou pan ou élément du réel. Et que c'est ça le vrai critère d'intérêt d'une théorisation. Mais c'est ce qu'on nous apprenait, il faut apprendre la théorie. Et du coup, en fait, je pense que c'est une très, très mauvaise façon d'apprendre la théorie, mais c'est ainsi qu'on faisait. Mais du coup, j'avais beaucoup de mal disons, à articuler précisément, à articuler l'utilisation de la théorie et une forme d'entrée, d'engagement avec le réel. Une deuxième chose dont je me rends compte également rétrospectivement, c'est que, en fait, je tournais déjà autour d'un problème qui va m'occuper, en fait, qui va se trouver au cœur de mon travail tout au long de ma carrière, en réalité, mais dont je ne savais absolument pas comment le formuler et même que c'était ce problème-là autour duquel je tournais, c'était celui du lien entre une forme de vie sociale et ce qui se passe dans la tête des gens. Des formes de vie mentale, d'intériorité, etc. C'est bien ça le nœud autour duquel je tournais, mais sans du tout savoir comment me le formuler et comment l'aborder.